Bonsoir à tous, c'est le 22h de Public Sénat. Voici les titres de cette édition. La perpétuité pour Yvan Colonna. Le condamné fait appel et crie son innocence. Justice est faite, dit Dominique Erignac, la femme du préfet assassiné. Autre procès beaucoup plus expéditif celui-là. On apprend ce soir la condamnation par contumace à 35 ans de prison de l'ancien président Ben Ali et de son épouse. Le procès n'aura duré qu'à peine une journée. Une guerre qui coûte cher, l'intervention française en Libye n'en finit pas de durer. Les états-majors tirent la sonnette d'alarme. Ce sera le débat de notre 22h. Un délibéré de 7 heures et un verdict, la perpétuité donc pour Yvan Colonna. Il a été reconnu coupable, et ceci pour la 3e fois, de l'assassinat en 1998 du préfet de Corse, Claude Erignac. Silencieuse pendant toute la durée du procès, Dominique Erignac, l'épouse du préfet assassiné, s'est adressée à la presse à l'issue de cette condamnation. On l'écoute. La justice a été rendue. C'est la 3e fois que l'assassinat par M. Colonna a été confirmé. Justice d'arrêt était rendue. Mes enfants et moi, tous les trois, c'est ce que nous voulions. Et les avocats d'Yvan Colonna ont annoncé le pourvoi en cassation de leurs clients. Très larges éclaircies dans le ciel pourtant nuageux du Bourget, où s'est ouvert aujourd'hui le plus grand rassemblement aéronautique du monde. Un démarrage en fanfare avec, pour cette seule première journée, plus de 200 avions vendus. La compétition entre avionneurs est tout à fait féroce. Un climat qui n'a pas échappé à Nicolas Sarkozy. Il inaugurait le salon ce matin. Patrick Jean-Pierre. Dès le premier jour du salon, le traditionnel pas de deux entre Boeing et Airbus a commencé. L'avionneur américain dit avoir reçu 17 commandes et intentions d'achat pour son nouveau gros porteur, le 747-8 Intercontinental, pour plus de 5 milliards de dollars. L'avionneur européen, pour sa part, affiche fièrement sa commande de 200 Airbus par la compagnie AirAsia pour 17 milliards de dollars, ainsi qu'une commande ferme pour 60 Airbus A320 pour un montant d'environ 6 milliards de dollars. D'autres commandes records sont attendues tout au long de la semaine, attestant d'une reprise du transport aérien. Une envolée qui préoccupe certains députés français qui brandissent dans une pétition le spectre du protectionnisme. Pour eux, Air France doit choisir Airbus plutôt que Boeing pour ses futurs avions long courrier. Au salon du Bourget, Nicolas Sarkozy s'est dit opposé à tout protectionnisme. Mais ça serait absurde. Une industrie qui dégage 18 milliards d'excédents ne peut pas se replier sur elle-même. Refuser la mondialisation n'a aucun sens. Dans cette guerre du ciel, d'autres puissances comme la Chine et la Russie se sont invitées. Ils pourraient bien à terme arbitrer la rivalité entre Boeing et Airbus. Georges Tron, visé par une enquête pour agression sexuelle, est toujours en garde à vue ce soir. L'ancien ministre est interrogé dans les locaux et par la police judiciaire de Versailles et doit être confronté à ses 3 accusatrices. Martine Aubry appelle ce soir à la quiétude, à la présomption d'innocence et à l'écoute des victimes présumées. Martine Aubry, précisément, qui a reçu aujourd'hui un appui et un soutien d'importance, celui du Strauss-Cahnien, Jean-Christophe Cambadélis, qui appuie donc la candidature de la première secrétaire du PS dans la course à l'Élysée. Sitôt élu, candidat du Front de gauche pour mener la bataille en 2012, Jean-Luc Mélenchon n'a pas perdu de temps pour entamer sa campagne. Vous le voyez sur ces images. Il était aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône pour soutenir les salariés de la société Fralib qui pourrait peut-être fermer. Notre invité ce soir, Pierre Laurent, que je remercie d'être avec nous sur le plateau de Public Sénat. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste. On l'a vu, Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé pour démarrer effectivement sa campagne en visite dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Il n'empêche, pour la première fois depuis 1974, le Parti communiste dont vous êtes, j'allais dire, le patron, ne sera pas représenté à une présidentielle par un candidat communiste. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant pour votre parti ? Non, je ne crois pas que ce soit un tournant. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, politique exceptionnelle. Il y a une situation de crise très grave, de crise sociale, politique, en France mais en Europe. Et ça aura des conséquences dans l'année qui vient.
Donc il nous paraît extrêmement important d'ouvrir une alternative à gauche en France face au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et donc il était naturel, après 3 ans d'expérience du Front de gauche, qu'en 2012, nous allions à la bataille avec le Front de gauche. C'est le sens de la décision de porter Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle dans le cadre d'un accord global sur les législatives, le programme que nous allons porter en commun et le reste. Donc ça s'inscrit dans la volonté de mettre le Front de gauche en situation d'être partie prenante de l'alternative politique en 2012. Comment vous imaginez l'avenir du Parti communiste, votre parti, dans les années à venir, vu ce contexte tout à fait particulier que vous évoquez? Mais le Parti communiste, ces dernières années, il est en développement. Il y a eu des élections cantonales il y a très peu de temps, dans lesquelles le Parti communiste a conforté ses résultats avec le Front de gauche. Il a eu des nouveaux élus. Dans les élections précédentes, on avait eu aussi des résultats satisfaisants aux européennes et aux régionales. Il y a 6 à 7 000 jeunes personnes qui adhèrent au Parti communiste chaque année en ce moment. On a été partie prenante du mouvement social sur les retraites et c'est nous qui sommes un des moteurs du Front de gauche. Mais j'allais dire, dans les grandes élections, je pense en particulier aux élections présidentielles, le Parti communiste n'a cessé de baisser ces dernières années. Oui, il a baissé ces dernières années. Enfin, la dernière fois, c'était en 2007. Là, je pense que dans les élections présidentielles, il retrouvera des couleurs avec le Front de gauche. Aux élections législatives qui vont suivre, nous comptons bien renforcer le groupe que nous avons au Parlement. Vous avez tiré la part du lion pour ces prochaines législatives parce que les candidats communistes seront très nombreux. Seront très nombreux aux législatives, mais parce que l'accord que nous avons passé est global et ça respecte l'implantation territoriale et forte, réelle des communistes sur le terrain. Alors, lors de l'élection, la désignation de Jean-Luc Mélenchon comme leader des couleurs du Front de gauche pour 2012, il y a eu des propos quelque peu amers parmi vos partisans. Je pense en particulier à ceux du député André Gérin, en rappelant le long passé socialiste de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on veut faire un front dans la gauche et un front nouveau, on ne le fait pas uniquement avec des communistes, sinon on ne fait pas un front. Oui. Donc dans un front comme le Front de gauche, il y a des communistes, il y a des socialistes et des anciens socialistes, il y a des gens qui sont de sensibilité écologiste, sinon c'est pas la peine de faire un front. Or notre ambition, parce que la gauche n'est pas à la hauteur à nos yeux, il y a vraiment un besoin de changer le pouvoir de Nicolas Sarkozy l'an prochain, de tourner la page, mais il faut ouvrir une alternative. Et à nos yeux, la gauche pour le moment n'est pas à la hauteur des problèmes posés par la crise, par l'Europe, par le chômage. Donc l'ambition du Front de gauche, c'est la vraie gauche. Nous, on pense qu'on peut être le moteur de la gauche, ouais. Aider la gauche à être à la hauteur du rendez-vous de 2012. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera un bon candidat ? Ben, il est notre candidat, donc il est un bon candidat, sinon on ne l'aurait pas désigné. Si tant de communistes, vous savez, dans notre consultation, il y a 50 000 communistes qui se sont déplacés. C'est pas rien, on parle de peut-être 25 000 électeurs à la primaire des Verts. Il y a 50 000 communistes qui viennent de se déplacer et 60% d'entre eux qui ont voté et ont désigné Jean-Luc Mélenchon. Donc maintenant c'est notre candidat, nous sommes en campagne et nous allons les uns et les autres jouer le jeu de cette campagne unitaire. Alors vous évoquez ces 60%, 59,12% des voix de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit vous-même que c'était un vote clair, net et massif. Est-ce qu'il est si massif que ça finalement ? 60%, c'est pas 80%. Non, mais ça, écoutez, c'est la démocratie. De surcroît, il y avait dans la désignation un autre très bon candidat qui est un député communiste qui s'appelle André Chassaigne, qui est un excellent député, qui a fait ses preuves comme leader du Front de gauche en Auvergne. Et qui n'a pas été ridicule du tout dans ce scrutin. Pas du tout. Mais écoutez, il y a beaucoup de communistes qui sont capables d'être de très bons candidats. On le prouve sans arrêt. Et c'est quelqu'un dont je partage beaucoup de choses sur la conception du Front de gauche. Donc il était normal. Le geste que nous avons fait, c'est pas un geste de défiance à l'égard d'André Chassaigne, avec lequel évidemment on est en harmonie. C'est un geste unitaire pour montrer que c'est vraiment le Front de gauche que nous voulons installer dans cette élection. Alors est-ce que pour vous, 100% des communistes, des militants vont se rassembler, vont militer, vont faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je crois, écoutez, André Chassaigne a fait une déclaration dans ce sens très net dès le résultat, hier, et tous les signes que j'ai montrent nous avons créé les conditions parce que nous avons eu un débat très transparent et très démocratique. À l'arrivée, tout le monde va se rassembler derrière le choix que nous avons fait. Je n'ai aucun doute là-dessus.
Est-ce que le Front de gauche est un mouvement, j'allais dire, un mouvement de gouvernement? Je n'utilise pas le terme de parti de gouvernement, mais mouvement de gouvernement. Mais bien sûr, si nous nous présentons à des élections aussi importantes que les élections présidentielles et les élections législatives, c'est pas juste pour témoigner dans un coin. Les idées que nous avançons sont des idées de gouvernement. Les projets que nous avançons sont des projets de gouvernement. Nous voulons créer une alternative au pouvoir actuel de la droite. C'est pour aller gouverner et pour le faire avec les citoyens. Est-ce à dire, Monsieur Laurent, que si Jean-Luc Mélenchon fait un bon score en 2012, vous l'inciteriez à accepter une place de ministre dans un éventuel événement gouvernement de gauche? Mais on n'en est pas là, on n'en est vraiment pas à savoir qui se répartit des places sur quoi. On en est à essayer de mettre des idées dans le débat. Et on verra autour desquelles les Français proposent à la gauche de se rassembler. Peut-être ça sera autour de nos idées aussi. On avancera des idées qui vont recueillir un assentiment majoritaire. Donc on verra quel est le rapport de force qui sortira de ces élections. Si les conditions sont créées, nous on le souhaite, pour qu'un gouvernement qui fasse vraiment une autre politique soit possible, eh bien on examinera la situation. Mais le problème n'est pas aujourd'hui de se répartir des portefeuilles hypothétiques. Alors il y a les sondages, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui crédité grosso modo entre 5 et 8% des voix. Est-ce qu'il fera mieux selon vous? Écoutez, on va tout faire pour. On voit bien que c'est une élection. L'élection présidentielle, elle est construite pour essayer d'évacuer les postures alternatives comme la nôtre. Elle est pour marginaliser ça. Mais moi, je crois que cette marginalisation, dans le cas de la crise actuelle, serait un drame. Parce qu'on voit bien qu'il ne faut pas aller à la présidentielle en ayant le choix entre Sarkozy et une politique socialiste comme on la voit en Espagne ou en Grèce. Donc il faut bien qu'on fasse émerger quelque chose d'autre à gauche. Donc peut-être que, je crois, il y a la possibilité que le Front de gauche aide à cela, qu'il se passe quelque chose à gauche. Et moi je dis, dans cette situation, rien n'est joué. Donc nous allons, nous, à l'élection présidentielle et aux élections législatives avec beaucoup d'ambition. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Et évidemment, bien sûr, on suivra la campagne de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche au cours des mois à venir. Merci de votre présence. Merci. Avant de poursuivre ce 22h, le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Patrick Jean-Pierre. Jacques Chirac sera bel et bien jugé. Son procès devant le tribunal correctionnel de Paris est finalement prévu du 5 au 23 septembre. Protégé par une immunité pendant ses 12 ans à la présidence, il doit répondre de faits qui remontent au début des années 90, quand il était maire de Paris. L'ancien chef d'État est accusé de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et abus de confiance. Jacques Chirac encourt en théorie 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. L'ex-président tunisien Ben Ali, lui, a été condamné aujourd'hui à 35 ans de prison. C'est le premier procès du genre après la révolution tunisienne. Ben Ali a été jugé par contumace puisqu'il se trouve actuellement en exil en Arabie Saoudite. Celui qui a dirigé d'une main de fer le pays pendant 23 ans était accusé de détournement de fonds publics ainsi que de détention d'armes et de stupéfiants. Pour sa défense, il a nié en bloc ces accusations. Dans un message, il s'est défendu d'avoir tiré sur des civils lors de la révolte qu'il a chassé du pouvoir. La Grèce échappera-t-elle à la faillite? Les Européens mettent la pression, ils exigent qu'Athènes vote un nouveau plan de rigueur avant de lui verser l'argent nécessaire pour rembourser ses créanciers. Les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord sur le principe d'un versement de 12 milliards d'euros de plus à la Grèce, mais sous condition. Il est évident que oui, soutenabilité il y a, mais soutenabilité assurée, il n'y aura que si la Grèce remplit tous les engagements auxquels, notamment dans ses relations avec la Troïka, Commission, Banque Centrale Européenne et Fonds monétaire international, elle s'est engagée. Bonsoir Gérard Bonos. Bonsoir. On vient de voir Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, à l'instant. On a un peu l'impression dans ce dossier grec extrêmement compliqué, on a parfois l'impression qu'on n'y arrivera pas. Alors, les Européens, n'arrivent pas à se mettre d'accord unanimement. Les choses sont compliquées, les choses elles durent.
Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une partie de poker menteur, puisque l'échéance, c'est à la fin du mois. Quelque part, certains responsables grecs doivent encore penser que les Européens n'oseront pas mettre leurs menaces à exécution de fermer complètement le robinet, en se disant ils prennent le risque, comme pour les Lehman Brothers, d'une crise systémique, tout ça pour un pays qui pèse que 2 à 3% de la zone euro, mais en même temps, cette fois, je crois que les Européens ont été terriblement patients, leur patience a l'air à bout, et maintenant le discours est vraiment sans ambiguïté, soit ils font des vraies réformes, soit ils montrent une véritable volonté, sinon en effet ils vont couper le robinet. Et parce que jusqu'à présent, bon, gel des salaires des fonctionnaires, réduction de leur nombre, ou réduction des pensions retraite, etc. Je dis pas que c'était pas un effort, mais en même temps, vous savez, les Grecs, ils ont 2-3 jobs dans la journée, dont les 2 tiers au black. Donc quelque part, ça les a bien sûr pénalisés, surtout les jeunes qui sont au chômage, mais ça ne les a pas, ça ne les a pas complètement mis exsangues. Et en vérité, les vraies réformes, elles sont ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont exigé, ça on le dit pas assez, que ce soit non seulement la majorité mais l'opposition qui vote les prochaines réformes. Absolument, pour entre guillemets, engager tout le monde. Gérard, vous avez évoqué ces privatisations massives. Est-ce que celles-ci, plus effectivement ce tour de vis social, c'est-à-dire que il va y avoir d'énormes sacrifices consentis par la population grecque, est-ce que ça va suffire à rassurer non seulement les Européens, mais j'allais dire plus généralement les marchés financiers? Dans un premier temps, oui, mais le fond du sujet, c'est maintenant d'engager, et là c'est vrai qu'il faut l'union nationale, une réelle réforme fiscale. Je vous passe sur tout ce qu'on raconte sur, bien sûr, il y a 1000 piscines déclarées, quand en vérité il y en a 200 000 dans la région d'Athènes. C'est vrai qu'il n'y a pas de cadastre. On sait très bien que jusqu'à pendant très longtemps, tant qu'on ne terminait pas sa maison, donc on voyait bout de ferraille sortir, on ne payait pas d'impôts locaux. Voilà, bon, tout ça, ça fait partie un peu du folklore. Et c'est vrai que c'était à tous les niveaux que ça se passait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la réforme fiscale, une vraie réforme en profondeur, avec quand même 2 éléments aussi que je pense les Européens pour l'instant veulent pas tout mettre sur la table, mais c'est quand même là aussi des signes forts de la part de M. Papandréou et de son gouvernement. S'il réussit à faire plier quand même 2 espèces de lobbies qui sont incroyables dans l'Europe du XXIe siècle, l'Église orthodoxe grecque qui est richissime. Ils ont essayé dans un premier temps de mettre une taxe de 20% sur les plus-values immobilières et de 10% sur les dons de propriété. Ça pourrait rapporter, paraît-il, 500 millions d'euros par an. L'Église orthodoxe grecque a poussé des cris d'orfraie, il en est hors de question, etc. C'est vrai qu'elle est influente et cette Église, qui est sans doute l'une des institutions les plus riches d'Europe, ne paye pas un d'impôt du tout, ce qui est aberrant. L'Église orthodoxe. Voilà. Et le deuxième lobby. Alors ceux qui n'ont pas franchement brillé par leur citoyenneté, ce sont les armateurs. C'est selon les chiffres entre la première et deuxième flotte commerciale au monde. Et ces gens-là disent nous on paye à minima parce que sinon on s'en va, quoi. Donc Gérard, il y a encore quelques marges de négociation dont on n'a pas encore entendu parler. Et puis il y a quand même un espoir, c'est que c'est un grand pays touristique. Ils vont profiter de ce qui se passe malheureusement de l'autre côté de la Méditerranée. Les Grecs sont des gens jeunes, pour la plupart formés, cultivés. Ils sont travailleurs, contrairement aux stupides clichés qu'on entend, puisqu'ils ont justement 2-3 boulots. Ils demandent qu'à travailler. Peut-être qu'avec cette période saisonnière qui va être un peu plus économiquement boostée, la Grèce peut garder espoir. Je pense et je pense pas qu'on ira au pire. Merci beaucoup, Gérard Bonos. Nouveau raid aérien de l'OTAN aujourd'hui en Libye. Depuis mars dernier, il n'est pas de jour où les forces de la coalition anti-Kadhafi, dont les forces françaises, interviennent dans le ciel du pays. Une guerre qui dure, une guerre qui coûte. Marie Chambriard. Ce qui devait être une opération éclair est plutôt parti pour durer. Depuis le 19 mars, les troupes françaises sont engagées en Libye pour mettre fin au régime du colonel Kadhafi. Mais le guide libyen est toujours en place après 3 mois de raids aériens de l'OTAN. Des problèmes matériels mais aussi humains risquent de se poser à la France si l'intervention devait se prolonger au-delà de l'été. L'armée française est une armée efficace et moderne, mais qui n'est pas l'armée américaine et qui n'a pas des ressources illimitées. Des craintes légitimes, d'autant plus que la France est engagée dans d'autres pays. En tout, 12 000 militaires interviennent sur des opérations extérieures, au Kosovo, au Tchad ou encore en République centrafricaine.
Mais les opérations les plus importantes restent l'Afghanistan avec 4000 hommes engagés, le Liban où 1500 militaires français prennent part à la FINUL et enfin la Côte d'Ivoire où est déployée la force Licorne depuis 2002. Du côté du gouvernement, on tente tout de même de rassurer sur l'opération libyenne. On constate qu'aujourd'hui, cette opération militaire pèse essentiellement, c'est vrai, sur la France et sur la Grande-Bretagne, mais nous avons la capacité de la conduire jusqu'au bout. À la crainte d'un épuisement des ressources s'ajoutent les bavures de l'OTAN. L'organisation internationale a reconnu dimanche avoir tué par erreur des civils à Tripoli. En France, un débat devant le Sénat et l'Assemblée nationale aura lieu le 12 juillet, une étape obligatoire pour poursuivre l'intervention. Voilà, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions militaires? Nous en parlons tout de suite avec nos invités sur ce plateau. Je salue Louis Gauthier, président d'Orion. Alors Orion, c'est un satellite de la Fondation Jean Jaurès, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et vous avez été conseiller militaire de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Ouais. C'est important sur ce sujet. Patrick Forestier, grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions militaires. Vous étiez il y a quelques jours à peine encore sur le théâtre des opérations sur le Charles de Gaulle, je crois. Voilà, et sur le tonnerre. Voilà. Alors, l'argent, dit-on, est le nerf de la guerre. Est-ce que ce principe peut s'appliquer aussi à cette intervention militaire française en Libye? Bah oui, elle s'applique à toutes les opérations. Et on est en train progressivement de franchir un cap qui nous ramène... La France est engagée depuis très longtemps dans des opérations extérieures, depuis 20 ans pratiquement. Bon. Là, on est en train de franchir un cap de ce qui avait, grosso modo, été dépensé pour la guerre du Golfe, qui était une guerre très importante. Et aussi sans doute pendant l'année 99 à cause du Kosovo. Donc là on franchit sans doute le pas du milliard d'euros, alors qu'on était resté dans les années précédentes autour de 600, 700 millions d'euros. Un milliard d'euros qui englobe englobe l'Afghanistan, 470 millions d'euros à peu près, et puis un peu le mistigris sur la Libye, parce que tout le monde a du mal à chiffrer cette opération. Je pense que c'est une opération qui, en tout cas dans son profil, dans sa tendance, nous conduit allègrement vers 200-250 millions d'euros. Beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, beaucoup de militaires. Matériel, un missile ça coûte 300 000 euros, une heure de vol de Rafale c'est 15 000 euros. Enfin voilà, c'est une guerre qui est technique, donc c'est une guerre qui est coûteuse. Et la France peut faire ça, on parle beaucoup de restrictions budgétaires, on parle de déficit, la France a peu d'argent. Oui, alors il ne faut pas tout mesurer, vous m'interrogez là-dessus, à l'aune des crédits, c'est une chose importante, cet effort, la France peut le soutenir. Mais la question la plus fondamentale, c'est dans quel but et est-ce qu'on obtient par cette intervention aérienne le point de rupture qui permettra de déboucher sur une solution politique. Je constate que on a d'ores et déjà dépassé le temps d'une autre campagne aérienne à laquelle on peut comparer l'intervention en Libye, qui était l'intervention au Kosovo. Cette opération avait commencé, je crois, le 23 mars. Celle-ci a commencé le 19. Elle s'est achevée le 9 juin 99. On est déjà en train de déborder par rapport à cette opération. Et c'est très difficile de savoir, parce que les contextes sont par ailleurs très différents, à quel moment, je pense qu'on va en discuter, il y a la possibilité militairement d'obtenir ce point de rupture qui déclenche une solution, qui permet une solution politique. Patrick Forestier, je le disais, vous étiez il y a quelques jours à peine sur le théâtre des opérations. Vous sentez cette arrivée de ce point de rupture éventuel qu'évoque Louis Gauthier? Très difficile à apprécier, évidemment. Mais bon, de toute manière, c'est vrai qu'en quelques semaines, il y a quand même un changement radical sur le terrain qui est indiscutable par rapport aux forces de Kadhafi qui ont reculé, qui sont fortement concentrées dans la région de Tripoli. Et l'arrivée des hélicoptères, entre autres français. Alors l'arrivée des hélicoptères est un élément supplémentaire, mais c'est pas miraculé non plus pour résoudre le problème militaire. Il faut être très conscient de cela. Mais je crois qu'également comparer l'intervention en Libye avec le Kosovo, ça me paraît difficile à entendre parce que le Kosovo est un département français. La Libye, c'est des surfaces qui sont plusieurs fois la France. Ouais. Si vous voulez, on est dans une dimension tout à fait autre et les armements que possède, l'arsenal que possède Kadhafi n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce que possédait la Serbie. Kadhafi était collectionneur d'armes depuis 30 ans. Mais comment expliquez-vous que les forces engagées, elles sont importantes, vous venez de le souligner, terrestres, maritimes, terrestres non, mais les avions, maritime, aérien, n'arrivent pas à venir à bout dans les délais qu'on jugeait imaginables il y a encore quelques mois des forces de Kadhafi. Voilà, ça tient un petit peu à ce que je viens de vous dire, parce que les forces de Kadhafi sont disséminées dans un périmètre très large, dans des régions qui sont loin à la fois de Tripoli, où il y a des poches
de concentration de troupes de Kadhafi. L'aviation ne peut pas tout faire et ils ont aussi beaucoup appris depuis le début de l'intervention, c'est-à-dire qu'ils sont passés en gros d'une opération classique qu'ils menaient à bord de blindés. Ils avaient une aviation, des hélicoptères. Aujourd'hui, ils ont abandonné tout cela. Ils se projettent avec des pick-up. Ils se sont donc adaptés aux conditions de la guerre. Des voitures civiles. Ils se cachent au milieu de la population. Ils se cachent au milieu. Ça devient une guerre du désert est devenue une guerre urbaine. Si vous voulez, oui, il y a plein de facteurs. Une guerre du désert. Vous avez raison de souligner qu'on ne peut pas comparer le contexte du Kosovo et le contexte de la Libye. Mais le Kosovo, je dirais que c'est un rare cas d'une campagne aérienne qui réussisse. Et on est parti, je dirais, un peu peut-être en se fermant les yeux, avec l'idée qu'on pourrait, par une campagne aérienne, aboutir à la reddition de ce régime. Ce qu'on voit aujourd'hui, et l'intervention des hélicoptères le montre, c'est que sur un terrain très imbriqué, les rebelles, les problèmes des dégâts collatéraux de la population civile fait que c'est une opération extrêmement difficile à régler. Par ailleurs, le contexte politique est très différent. Milosevic, on intervenait après combien d'années de guerre en Bosnie, ailleurs, c'était un régime qui était à bout de souffle dans un contexte d'état de droit quand même européen. Là, on est dans un pays avec une assise clanique, tribale. Bon, voilà. Donc, savoir quel sera le moment déclencheur dans l'esprit de Kadhafi pour aller à la capitulation, ou est-ce qu'il n'ira jamais, ou quel sera l'élément de surprise stratégique qui permettra d'aboutir à ça, personne ne le sait aujourd'hui. Et c'est évidemment ce qui inquiète, parce qu'on voit bien le calendrier s'étirer et on ne voit pas l'objectif, ni politique ni militaire, se rapprocher. Alors il y a des gens qui ont tiré des sonnettes d'alarme, en particulier le chef d'état-major de l'armée de l'air qui dit que si la guerre se prolonge, s'il y a enlisement, eh bien, on aura des problèmes de ressources humaines et de renouvellement de matériel. Est-ce que vous avez senti ça sur le terrain, à savoir les militaires sont fatigués, ils auraient peut-être envie de rentrer chez eux, ça fait un moment d'abord qu'ils y sont, et les matériels, eh bien, il faut les entretenir, il faut les équiper, il faut qu'ils soient opérationnels sur le terrain. J'étais à ce petit déjeuner lorsque le chef d'état-major a prononcé ces phrases. Alors aussi, il faut y mettre quelques nuances. Il parlait surtout du porte-avions, donc le Charles de Gaulle, qui est engagé, qui est en mer, avec un stop à Toulon de 3 semaines, ça que je me souvienne, entre les deux campagnes. Et donc aujourd'hui, sur le plan matériel, sur le plan matériel, le Charles de Gaulle peut continuer encore de nombreuses semaines. Alors, ensuite, il faudra qu'il s'arrête pour l'année 2012. Pour être opérationnel par la suite. Effectivement, il faudra faire une révision générale. En revanche, c'est vrai que les marins qui sont à bord, l'escadrille donc de l'aéronaval, de Super Étendard et de Rafale, eux sont beaucoup sollicités. Si vous voulez, les hélicoptères également, bon, ils viennent de commencer, mais c'est quand même assez soutenu, c'est toutes les nuits des opérations. Donc ces militaires-là sont quand même beaucoup, dorment peu et travaillent beaucoup. Donc c'est vrai que ça pose un autre problème également, ce que mettait en exergue le chef d'état-major, c'est que il y a derrière donc une préparation d'autres escadrilles qui ont besoin de s'entraîner, d'être validées sur des appontages, sur vous voyez, plein de choses opérationnelles avec l'OTAN par exemple, des concordances. Il faut préparer donc l'avenir immédiat et ils ne peuvent pas. Parce que le Charles de Gaulle est en opération et nous avons qu'un seul porte-avions et le Charles de Gaulle est en opération en permanence. Donc tous ces petits problèmes mis bout à bout, ça peut faire un problème. Mais en un mot, on est quand même dans une butée capacitaire, opérationnelle qu'on ressent, qui montre bien d'ailleurs que dans cette aventure où la France s'est beaucoup engagée et le Royaume-Uni, ces deux pays européens ne sauveront pas toute la cause d'une défense européenne qui fait cruellement défaut. Ça sera le mot de conclusion. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce 22h à suivre. Un documentaire, une autre bataille d'une autre nature, celle de Solferino, dans les coulisses du Parti Socialiste. Très bonne fin de soirée. Merci à tous. À demain. Vous auriez dû me demander
cela, nous devons travailler sur des idées, sur du fond, sur de la matière, et pas sur comment descendre François. Où est-ce que je me mets sur la photo derrière Sego? L'importance aujourd'hui, comme pour demain, ce n'est pas le nom de celui qui nous porte, mais bien les valeurs que tous ensemble nous portons. Merci, on prend la dernière question. Comment peut-on être individuellement brillant et collectivement idiot? Je pense que c'est ça la question qui est posée au Parti socialiste. Mettons toutes les idées sur la table, ouvrons tous les débats, regardons ce qui nous unit tous, qu'est-ce qui nous sépare, faisons trancher ces questions-là par les militants socialistes et nous aurons fait la rénovation, le changement indispensable. Celui qui vous remplacera devra être adoubé par vous. Par les militants, oui. 15 mois pour trouver un successeur à François Hollande. 15 mois de manœuvres, de coups bas, de stratégie et d'alliances. De l'après-présidentiel au congrès de Reims, 15 mois au cœur de la bataille de Solferino. La première à entrer dans l'arène, c'est elle, Ségolène Royal. 3 mois auparavant, elle perdait la présidentielle. 17 millions de Français avaient voté pour elle. Un capital qu'elle compte faire fructifier. La voilà donc requinquée, prête à remonter au front, avec cette fois le PS comme cible. Ce qui ne peut plus durer au Parti socialiste, c'est quoi? C'est le champ clos d'affrontements obscurs, ça ne peut plus durer. C'est les règlements de compte inutilement brutaux, il ne me faut plus. C'est pourquoi je vous invite à rester debout, à travailler et à continuer ensemble le combat. Le clan royal peaufine déjà une stratégie. Ce matin-là, réunion avec ses proches conseillers. La question est de savoir s'il faut former un courant ségoléniste, une troupe, avec des politiques et des intellectuels qui travailleront exclusivement pour elle. Et ça fait débat. L'idée, c'est aussi que naturellement, dans 2 ans ou dans 3 ans, voilà, ils aient envie de travailler autour de toi. Là-dessus, moi, j'ai juste politiquement le sentiment qu'il ne faut pas être obsédé, et il ne faudrait pas faire l'erreur par la labellisation permanente de groupes ségoléniens. Ça, c'est l'échec assuré. Je veux dire, on refait ce que d'autres ont fait pendant 20 ans. Exit l'idée de rajouter un courant au courant. Ségolène Royal restera au-dessus de la mêlée socialiste. Que faire pour contrecarrer l'offensive de Ségolène Royal? Comment éviter qu'elle ne fasse main basse sur le parti? En face, la contre-attaque est encore floue, mais les petites manœuvres commencent. Lionel Jospin et sa vieille garde se cherchent un leader charismatique. Naturellement, il pense au maire de Paris, l'ambitieux et branché Bertrand Delanoë. À défaut d'une réelle stratégie, pour l'instant, c'est haro sur François Hollande et sa gestion du parti depuis 10 ans. La confusion idéologique et le fait de faire plaisir à tout le monde, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Delanoë adoubé par Jospin pour préparer le coup d'après.